Moi, je suis Mickaël Jabikani, je suis médecin praticien hospitalier en réanimation à l'hôpital Beaujon et j'ai réalisé ce travail dans le cadre donc d'une thèse en éthique médicale sous la direction de Marie-France Mamzer, qui est la directrice de recherche au centre de recherche des Cordeliers à l'Université Paris-Cité, et de Martha Spanzi, qui est philosophe. Et donc ce travail s'intéresse aux décisions de limitation et d'arrêt de traitement en réanimation et à questionner la place des proches dans la caractérisation de l'obstination déraisonnable. Je remercie le comité d'organisation de cette journée de m'avoir donné la possibilité de pouvoir présenter ces travaux de recherche. Très brièvement, en contexte, comme vous le savez probablement, les Français meurent majoritairement, sur des données récentes, à l'hôpital, plus de 53% des décès. Et parmi ces décès hospitaliers, je m'excuse pour la police qui a été un peu modifiée par l'ordinateur. Parmi ces décès hospitaliers, environ un quart qui ont lieu dans des unités de soins critiques, dont les services de réanimation. Et on sait désormais qu'en France, mais de manière plus générale dans le monde nord-américain et en Europe, que la très très large majorité, plus de 80% de ces décès qui surviennent en réanimation, font suite à des décisions de limitation et d'arrêt de traitement, LAT. Ces décisions en France, elles doivent répondre à un cadre légal, on y reviendra juste après, qui guide la prise de décision selon un processus décisionnel centré sur une collégialité, une réflexion qui doit être centrée sur le principe de respect de l'autonomie du patient, où la responsabilité de la décision est selon la loi médicale et avec un rôle des proches dans cette prise de décision qui n'est selon la loi que consultatif. Pourquoi est-ce qu'on en est venu pourquoi est-ce que à titre personnel, je suis venu à me poser ces questions-là. Je pense qu'il y a eu deux étapes dans cette réflexion. La première, c'était au sortir de la première vague Covid, où, comme vous le savez, les services de réanimation ont été mis très fortement sous tension et où il y a eu énormément de décisions de limitation et d'arrêt de traitement qui ont été prises et qui ont été prises totalement à huis clos, puisque les familles n'avaient pas le droit d'entrer dans les services de réanimation à cette époque-là. Et donc, il y a une première volonté de questionner ces pratiques de décision de limitation et d'arrêt de traitement en réanimation. Puis une seconde étape qui a suivi, puisqu'il y avait eu à ce moment-là dans mon service plusieurs épisodes de conflits judiciarisés entre équipes médico-soignantes et proches dans le cadre de décisions de limitation et d'arrêt de traitement. Tout ça m'ayant amené depuis maintenant quelques années à m'intéresser à ces interactions entre proches et médecins dans la caractérisation de l'obstination déraisonnable. Avec des questions donc centrées sur les enjeux entre proches et soignants dans ces décisions de fin de vie en réanimation, et avec une réelle volonté d'essayer de comprendre ces difficultés et de se poser la question s'il y aurait un intérêt à changer notre modèle décisionnel en France. Pour répondre à ça, il y a eu différentes étapes, pour tenter d'y répondre du moins, différentes étapes et puis plusieurs travaux de terrain. La première étape a été d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on était en arrivé là, comprendre comment est-ce qu'on a pu construire cette problématique, et puis ensuite différentes études de terrain sur lesquelles je reviendrai et je vous présenterai les résultats assez brièvement. Et puis enfin une dernière étude qui vise effectivement à questionner la modification ou non de notre modèle décisionnel français à travers un travail comparatif entre nos pratiques françaises et américaines. Pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, il y a eu, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Alors, vous le savez probablement, les services de réanimation, ça date de la deuxième moitié du XXe siècle. Les services de réanimation ont connu un réel essor dans le cadre de l'épidémie de poliomyélite. Et pendant une vingtaine ou une trentaine d'années, on ne décidait pas de la mort des patients en réanimation comme ça peut être le cas à l'heure actuelle. La mort répondait à ce qu'on appelait un impératif technologique, c'est-à-dire que la mort ne pouvait être que l'échec de la technologie. Vous le savez très bien, je vais passer rapidement là-dessus, il y a eu dans cette deuxième partie du XXe siècle et dans le post-Seconde Guerre mondiale, le mouvement bioéthique qui a débuté aux États-Unis et qui a eu lieu en parallèle en France. On a commencé à remettre en cause toutes ces pratiques, en particulier en ce qui me concerne, pratiques en réanimation, dans une volonté de mettre fin également à un paternalisme médical et de mettre la question du principe de respect de l'autonomie au centre de la réflexion. Tout ça ayant amené à considérer la question de la proportionnalité des traitements et la question des volontés du patient en réanimation. Comment ça s'est traduit en France ? Ça s'est traduit en France par des différents textes de loi que là aussi vous connaissez probablement, je ne vais pas revenir dessus très en détail, mais la loi du 4 mars 2002, celle du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, et celle du 2 février, dite loi Claes-Leonetti. Ces deux dernières lois que je viens de citer ont permis de mettre dans le corpus législatif la notion de refus de l'obstination déraisonnable et de légaliser ou dépénaliser du moins
les décisions de limitation et d'arrêt de traitement en réanimation. Et puis en 2016, on réinsiste sur ce principe de respect de l'autonomie du patient, où on va réinsister sur la question des directives anticipées et le rôle de la personne de confiance dans ces décisions-là. Quand on refait un peu cette histoire, a posteriori, on a eu tout de même l'impression dans cette analyse historique que le premier temps de ces difficultés entre proches et équipe médicale a réellement été la loi du 4 mars 2002, qui a été une formidable avancée pour les droits des patients, c'est évident. Mais en ce qui concerne le cadre de la réanimation, on y reviendra un petit peu, ça a également représenté une modification très profonde des relations médecin-patient, avec l'irruption d'une tierce personne pour une des premières fois dans la relation médecin-patient, qui n'était plus uniquement binaire, mais qui devenait une relation au moins tripartite avec une personne de confiance, et puis par extension par la suite, on y reviendra, les proches. Ces dispositifs de respect des volontés du patient, ces outils qui visent à promouvoir le respect de l'autonomie du patient, finalement en réanimation, et je parle exclusivement de la réanimation ici, sont relativement inefficaces à l'heure actuelle. Dans ce travail qui a une petite dizaine d'années, qui avait été publié par Olivier Le Sieur, mettant en évidence que dans le cas des décisions de limitation et d'arrêt de traitement, l'avis du patient était connu dans moins d'un quart des cas, et lorsqu'il était connu, c'était essentiellement parce que la famille, non pas la personne de confiance, mais les proches, transmettaient les volontés du patient, et les directives anticipées et personnes de confiance étaient présents dans moins de 1,5% des situations. Ces dispositifs, ils sont ineffectifs aussi parce que les médecins ont leur part de responsabilité là-dedans. Ces dispositifs, ils sont ineffectifs. On l'a vu également plus récemment, puisque les directives anticipées, dans un travail publié par le Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs, montraient que les directives anticipées à l'heure actuelle en France, c'est 8% de la population, seulement 13% qui envisagent le faire, et une réelle méconnaissance du rôle de la personne de confiance, 60% des Français qui ne se sentent pas concernés par la fin de vie dans ces travaux-là qui avaient été publiés en 2022. Donc ces dispositifs, ils sont ineffectifs aussi parce que les médecins ont leurs responsabilités. Dans différents travaux qui avaient été publiés ces dernières années, il était montré que les médecins eux-mêmes expriment une forme de scepticisme quant à l'intérêt de ces directives anticipées. Ici, c'était un travail réalisé auprès de médecins oncologues, où seul un tiers des médecins évoquaient les directives anticipées avec leurs patients, et y compris les médecins réanimateurs ont leur part de responsabilité là-dedans, puisque dans ce travail-là, publié en 2018, lorsqu'on questionnait les patients quelques semaines ou quelques mois après un séjour en réanimation qui avait été considéré comme difficile, plus de 80% des patients n'avaient jamais entendu parler du terme de directive anticipée. Et enfin, c'est un dispositif qui peut être considéré comme inadapté en réanimation, dans la mesure où vous savez probablement que les directives anticipées peuvent ne pas être suivies par le médecin réanimateur en l'occurrence, dans deux circonstances particulières que sont l'urgence de la situation, globalement 100% des situations en réanimation, et lorsqu'elles sont considérées comme étant manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Tout ça nous amène donc dans un premier temps à avoir justifié, en tout cas compris la légitimité des décisions de l'AT au fur et à mesure du temps depuis la création des services de réanimation, et puis avec cette fin du paternalisme médical et ce mouvement visant à faire respecter l'autonomie du patient en réanimation, et puis l'irruption d'une tierce personne dans cette relation médecin-patient qui est devenue peu à peu les proches du fait de peu de directives anticipées et peu de personnes de confiance, a donné une forme de légitimité aux proches à pouvoir s'exprimer dans un premier temps en réanimation, là où il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années, il n'était même pas questionné. Il y a eu de manière un peu plus récente, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, un réel focus sur les proches en réanimation, puisqu'on a mis en évidence depuis une bonne dizaine d'années maintenant qu'il fallait se préoccuper des proches en réanimation, que les proches étaient susceptibles de développer de l'anxiété, de la dépression, du syndrome de stress post-traumatique, des deuils compliqués, et tout ça a donné lieu à énormément de recherches, en particulier développées par le groupe Famiréa à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et tout ça a amené à considérer réellement une relation médecin-proche en réanimation. On a ouvert les services de réanimation 24 heures sur 24, on a autorisé les proches à venir voir ce qui s'y passait, et non seulement à avoir le droit de s'exprimer, mais également éventuellement à considérer que les proches pourraient intervenir dans les soins, puis un peu par extension dans les décisions médicales au sens large qui étaient prises en réanimation. Tout ça avec l'idée que ça permettait de limiter les syndromes anxieux et de dépression et les deuils compliqués, et que ça pourrait également permettre de participer à la prise en charge des patients en réanimation. Donc, on a considéré petit à petit que les proches avaient le droit d'intervenir dans les décisions médicales en réanimation,
Et puis par extension, à partir du moment où ils ont le droit de s'exprimer et d'intervenir dans la décision médicale, il est peu à peu devenu légitime pour eux de pouvoir intervenir dans les décisions de limitation et d'arrêt de traitement. Deux dernières étapes pour finir sur cette reconstruction historique de cette problématique. Il y a eu deux choses. D'une part, l'évolution de ce que j'appelle l'évolution du rôle des proches en réanimation, et essentiellement depuis une bonne dizaine d'années maintenant, en particulier avec l'affaire Vincent Lambert, où le combat des proches a, dans certaines situations, changé de camp, si vous me permettez l'expression, où jusqu'au début des années 2010, les proches étaient plutôt là pour défendre un droit des patients à mourir dans la dignité, et où pour la première fois depuis l'affaire Vincent Lambert, des médecins ont été confrontés à une demande d'un droit de vivre. Et puis enfin, la dernière étape de cette construction de cette problématique, je pense que ça a été évidemment la crise Covid, et puis une réelle crise de confiance dans le système public, et puis une crise de confiance dans le système hospitalier, et en particulier dans le système hospitalier de réanimation. Crise de confiance des proches envers les médecins et envers les soignants de manière plus générale. Tout ça nous amenant effectivement à considérer, à l'heure actuelle, depuis maintenant quelques années, qu'il y a un réel malaise, des difficultés, voire des conflits entre proches et équipes médicales dans le cadre de ces décisions de limitation et d'arrêt de traitement. Une fois qu'on a passé cette étape pour essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'on est arrivé là, on a souhaité mener différentes études de terrain pour essayer de comprendre ce qui se passait en pratique à l'heure actuelle et où se situait réellement la problématique. Il y a eu 3 études différentes. Je vais vous présenter les résultats assez brièvement. La première étude que j'ai menée, c'était une étude qualitative menée dans 4 services de réanimation parisiens auprès de 22 médecins sous la forme d'entretien semi-directif avec une analyse inspirée là aussi de la théorie ancrée. 2 grandes thématiques qui sont sorties de ces entretiens. La première, c'est que ces décisions de limitation et d'arrêt de traitement à l'heure actuelle sont essentiellement, en tout cas elles sont défendues comme telles par les médecins, des décisions médicales. Alors ça surprend probablement pas beaucoup, mais ça a permis de remettre tout ça en évidence et d'essayer de comprendre comment est-ce que les médecins défendaient le fait que ce soit à eux de prendre ces décisions de limitation et d'arrêt de traitement. Ils défendent ça parce qu'ils considèrent que les décisions doivent être prises selon des critères exclusivement médicaux, au nom d'une objectivité scientifique et médicale de la décision. Probablement aussi au nom d'une forme de paternalisme latent qui s'exprime quand même de manière assez fréquente dans ces entretiens. Ces décisions sont difficiles parce qu'elles sont gravées d'une très forte incertitude médicale et pronostique, et c'est au nom de cette incertitude que les médecins prétendent, en tout cas, qu'ils sont les meilleurs, les mieux placés pour pouvoir prendre ces décisions et gérer cette incertitude. Ce qui fait qu'aux yeux des proches et des autres intervenants, les médecins essayent d'en faire des décisions aussi techniques que possible et le plus souvent à huis clos. Ils expriment une responsabilité légale de la décision, c'est peu étonnant, mais également une responsabilité morale au nom d'une forme d'intégrité professionnelle et de temps en temps au nom de ce qu'on appelle une intégrité personnelle avec une forme, c'est pas dit comme tel, mais c'est ça qu'on a mis en évidence dans ce travail-là, une forme de subjectivité de la décision, une forme de projection des médecins sur les patients et sur ce qui serait une qualité de vie acceptable et sur ce qui pourrait être une bonne décision pour lui. Tout ça reléguant les proches totalement au second plan dans ces décisions de limitation et d'arrêt de traitement au nom de leur incompétence scientifique, au nom de leur subjectivité et au nom d'un devoir de protection des proches et de ne pas les soumettre à un risque de culpabilité de la décision. La deuxième thématique grande thématique qui sort dans ces entretiens, c'est que néanmoins ces interactions avec les proches sont décrites comme absolument nécessaires par les médecins. Il y a des enjeux de pouvoir et de contrôle de la part des médecins dans ces décisions. Les médecins souhaitent garder le contrôle sur la trajectoire du patient, mais néanmoins, pour que ce pouvoir et ce contrôle soient reconnus, il faut qu'il y ait une confrontation avec les proches et que ce pouvoir soit reconnu par les proches. Donc c'est pour ça qu'en premier lieu, il y a besoin de ces interactions avec les proches. Et il y a un grand malaise lorsqu'il n'y a pas de proches auprès du malade à prendre ces décisions. Ces interactions sont nécessaires parce qu'il y a une recherche d'une forme de validation des décisions de la part des proches. Même si on ne leur reconnaît pas de droit à décider, on cherche à ce qu'ils valident la décision médicale. Tout ça probablement pour essayer de limiter le poids moral des décisions des limitations et d'arrêt de traitement et de limiter un peu ce que certains appellent le résidu moral. On a souhaité aller voir, après cette étape d'entretien semi-directionnel, aller voir ce qui se passait en pratique au cours des réunions de décision collégiales. Donc, on a mené ce travail avec Dr Camille Urien dans 3 services de réanimation parisiens où nous avons observé
18 réunions collégiales exclusivement en réanimation adulte. 100%, dans 100% de ces réunions collégiales, les proches sont évoqués, ce qui était plutôt rassurant. Mais ils sont évoqués de manière très brève, puisqu'ils étaient en médiane discutés pendant 1 minute, ce qui représentait 7% du temps de la réunion. Et on s'est intéressé à savoir quelles étaient les modalités d'évocation entre équipes médicales et paramédicales de ces proches au cours de ces réunions de décision de limitation et d'arrêt de traitement. Plusieurs modalités différentes. On cherche à s'assurer que les proches comprennent la situation médicale. On cherche à s'assurer qu'ils ont bien été informés de la situation médicale, certes, mais également du processus de décision de limitation et d'arrêt de traitement. On cherche à évoquer le fait qu'ils seraient d'accord ou pas avec la décision, et puis éventuellement rapporter les souhaits du patient et les émotions des proches. Et quel est l'impact sur ces décisions de limitation et d'arrêt de traitement? Dans quelques situations, finalement, il n'y avait aucun impact qui était mesuré, c'est-à-dire qu'on évoque les proches au cours des réunions collégiales, mais finalement, les équipes médicales et paramédicales les évoquent parce qu'il faut les évoquer, mais n'en font rien dans la prise de décision. Dans une bonne moitié des situations, on utilisait cette évocation des proches pour venir confirmer, valider la décision médicale qui était en train d'être prise, en particulier lorsque on disait que les proches avaient été bien informés, qu'ils comprenaient la situation et qu'ils étaient en accord avec la décision. Et enfin, tout au plus, s'ils étaient, soit s'ils ne comprenaient pas la situation, soit s'ils étaient en désaccord avec la potentielle décision, tout au plus, il y avait ce qu'on a appelé ici une modulation de la décision, c'est-à-dire que la décision de limitation d'arrêt de traitement était prise, mais sa mise en application était décalée dans le temps. Là encore, pour essayer de creuser encore un peu plus la manière dont les proches auraient une place ou non dans la caractérisation de l'obstination déraisonnable en France, on s'est intéressé aux situations les plus conflictuelles. Je vous l'ai dit, ça avait été à l'initiation de ce travail une question importante pour moi aussi. Et donc, j'ai mené un travail d'analyse de la jurisprudence de toutes les requêtes déposées en référé auprès des tribunaux administratifs ou du Conseil d'État sur ces requêtes autour de décisions de limitation et d'arrêt de traitement en réanimation entre 2005 et 2022. Ce travail a été mené avec l'aide du Centre de recherche et de diffusion juridique du Conseil d'État et également à l'aide du site internet Légifrance. Et nous avons mené une analyse conjointe entre médecins, réanimateurs, éthiciens et juristes à partir d'une grille d'analyse préétablie. Et nous en avons fait une analyse descriptive et une analyse qualitative de ces situations les plus conflictuelles portées devant le juge des référés. Le premier résultat très général de ce travail-là, c'est de venir confirmer quelque part qu'il y a une réelle problématique. Ici, c'est la courbe d'évolution de ces conflits portés devant les tribunaux français, avec une augmentation quasi exponentielle depuis 2013 jusqu'à 2022. On a arrêté le recueil en 2022, avec certes, et fort heureusement, relativement peu de cas en valeur absolue, puisque vous voyez en 2022 c'était une petite trentaine de cas qui étaient portés dans les tribunaux, mais qui témoignent quand même à mon sens de la dynamique de ce qui se passe dans bon nombre de situations en réanimation entre proches et équipe médicale. Le deuxième résultat, je ne vous présente pas les résultats de manière très détaillée, mais on a analysé 93 situations. Le deuxième grand résultat qu'il faut avoir en tête, c'est que contrairement à ce qui est souvent dit dans le monde hospitalier, les médecins n'ont pas toujours raison. Et le juge ne donne pas toujours raison aux médecins, fort heureusement, sinon ça n'aurait aucun intérêt qu'il y ait une procédure pour pouvoir contrecarrer les décisions médicales. Mais après première instance et éventuellement appel auprès du Conseil d'État, c'est une petite majorité des décisions médicales qui sont validées par le juge des référés et un bon tiers qui sont invalidées. Alors qu'est-ce que regarde le juge lorsqu'il s'agit de caractériser l'obstination déraisonnable? Il regarde évidemment des critères médicaux, mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est qu'il regardait également dans cette analyse des ordonnances du juge des critères non médicaux. Et parmi les critères non médicaux, il y avait évidemment les souhaits du patient et l'avis de la personne de confiance, c'est indispensable et c'est écrit dans la loi, mais également la prise en compte de l'avis des proches et les efforts développés pour rechercher un consensus. Le juge ne demande une expertise que dans 10 cas sur les 93 que nous avons analysés, ce qui nous amène là aussi à penser qu'au regard de la loi, au regard de la société de manière un peu plus générale, il est témoigné ici que ces décisions de limitation et d'arrêt de traitement, la caractérisation de l'obstination déraisonnable, ne peut pas répondre exclusivement à une évaluation médicale et scientifique, sinon il y aurait une expertise demandée dans 100% de ces situations. Et enfin, lorsque le juge décidait en tout cas dans ces situations-là que l'obstination déraisonnable n'était pas suffisamment caractérisée par les médecins, c'était parce que, entre autres, l'avis des proches avait été totalement ignoré ou insuffisamment pris en compte, parce que le temps pour tenter de rechercher un consensus avec les proches était jugé insuffisant,
ou parce que les souhaits du patient qui étaient rapportés par les proches, non pas par les personnes de confiance mais par les proches, n'étaient pas suffisamment pris en compte, tout ça sur un fond de conflits, de valeurs et de principes. La dernière étape de cette réflexion a été, donc fort de toutes ces constatations en pratique réelles mises en évidence par ces travaux-là, la question ultime a été de savoir s'il fallait rééquilibrer le modèle et donner un peu plus et imaginer de repenser notre modèle décisionnel en donnant plus de place, plus de poids et de pouvoir décisionnel aux proches et un peu moins aux équipes médicales. Et ça a été l'objet d'un travail que j'ai mené l'année dernière aux États-Unis où je suis allé étudier le modèle américain. Pourquoi le modèle américain ? Parce qu'ils ont a priori, en tout cas c'est comme ça que j'avais monté cette réflexion, un modèle opposé au nôtre en termes d'implication des proches dans ces décisions-là, avec un rôle des proches qui là-bas est considéré comme décisif et non pas consultatif, une attitude des médecins envers les proches qui est très différente puisqu'il y a une recherche de responsabilisation des proches et non pas une recherche de protection et de soulagement des proches comme on peut avoir en France. Et enfin, lorsqu'il s'agit de définir le meilleur intérêt du patient, eh bien, ils considèrent là-bas que la personne la mieux à même de pouvoir définir le meilleur intérêt du patient est la personne qui est le plus proche du patient et non pas, comme on peut avoir en France, celui ou celle qui aurait la plus grande science et expérience médicale. Donc finalement, la question qu'on s'est posée dans ce travail-là était de savoir si les tensions éthiques, en ce qui concerne la caractérisation de l'obstination raisonnable, dépendent du modèle décisionnel ou non, et en fonction de pouvoir éventuellement suggérer ou non qu'il faudrait modifier notre modèle décisionnel en France. La première étape de ce travail a été de confirmer ce modèle décisionnel a priori. Et donc, effectivement, ils ont un modèle décisionnel qui est relativement différent du nôtre en France, puisqu'ils font ça globalement en 2 étapes. La première étape vise à déterminer qui doit décider. Et qui doit décider aux États-Unis, c'est un proche et c'est jamais le médecin. Donc, ils identifient ce qu'ils appellent un surrogate, qui a un rôle décisionnel et qui est là pour parler à la place du patient et défendre les intérêts du patient. Et une fois qu'on a identifié cette personne a la charge de décider comme le patient aurait fait, et non pas à la place, comme on peut faire en France, selon des directives anticipées, si elles existent, ou selon les valeurs du patient, autant que possible, si cette personne est à même de pouvoir témoigner des valeurs du patient. Et enfin, si ces deux premiers items ne sont pas remplis, il a la responsabilité de choisir l'option thérapeutique qui serait dans le meilleur intérêt du patient, le meilleur intérêt du patient étant défini là-bas comme étant le choix qu'aurait fait une personne raisonnable dans de telles circonstances. Et quand on met face à face finalement cette expérience française et cette étude observationnelle et quelques entretiens semi-directionnels qui ont été faits aux États-Unis, on tombe finalement sur une problématique centrale qui est toujours la même, qui est la question de la raison, d'être raisonnable. On demande aux États-Unis aux proches d'être raisonnables, on demande aux médecins en France de ne pas être déraisonnables. C'est une problématique qui est centrale et qui revient constamment dans ces 2 modèles et autour de laquelle gravitent finalement un certain nombre d'éléments qu'on a appelés des éléments inéluctables de ces décisions de limitation et d'arrêt de traitement, quel que soit le modèle, où il y a toujours la question des souhaits du patient. Ils ont les mêmes difficultés que nous, malgré un modèle très différent de témoignage des souhaits du patient et de savoir ce qu'aurait réellement souhaité le patient dans une situation où il n'est pas en mesure de s'exprimer. Il y a toujours la question de l'incertitude qui revient toujours sur le devant de la scène et qui est toujours utilisée soit par les uns ou par les autres pour remettre en cause la décision qui est prise. Il y a toujours la question de la légitimité, que ce soit celle des proches ou celle des médecins, à parler au nom d'une personne qui n'est pas en mesure de s'exprimer. Et là aussi, dans ces 2 modèles, la question de l'intégrité professionnelle, l'intégrité personnelle et la subjectivité des uns et des autres. Et enfin, la question du poids moral de ces décisions qui revient constamment dans ces 2 modèles, malgré des modèles, encore une fois, très, très différents. Voilà. En conclusion, ces travaux ont permis de décrire, je pense, un modèle décisionnel à la française, et en particulier de décrire la manière dont les médecins réanimateurs impliquent ou non, et plutôt pas peu, les proches dans ces décisions de limitation et d'arrêt de traitement en réanimation. Ça a permis d'identifier et de caractériser probablement les raisons, les enjeux de ces difficultés dans le cadre de ces interactions. On a mis en évidence par cette dernière étude des éléments qui, à notre sens, résistent au modèle décisionnel et au cadre réglementaire et qui nous amènent à penser qu'à l'avenir, c'est probablement une réflexion sur la manière de penser le principe de respect de l'autonomie du patient qui s'ouvre à nous et d'avoir une réelle réflexion sur la faisabilité de la mise en œuvre de ce principe au lit du patient en réanimation. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci pour votre présentation très intéressante. Je suis Alexis Hoquet, je suis interne en médecine de santé publique au CHU de Nantes. Et j'avais une question, vous qui êtes allé aux États-Unis, et vous avez parlé un peu de la légitimité qu'a le proche pour témoigner de la volonté du patient. Du coup, est-ce que vous savez si aux États-Unis, il y a des choses qui sont mises en œuvre justement pour que les proches soient plus impliqués ? Par exemple, je pense au fait qu'en France, c'est quand même assez tabou, c'est souvent des décisions très personnelles. On nomme une personne de confiance, mais est-ce que cette personne de confiance, finalement, ils ont discuté avec elle ? Est-ce qu'aux États-Unis, justement, il y a dans la culture ou dans l'organisation ou dans les hôpitaux, il y a des choses pour que le patient ait cette réflexion avec ses proches, ou pas plus qu'en France ? Alors, il y a deux choses, je pense. Sur la question des directions anticipées et de la déclaration de l'équivalent de personne de confiance, je pense qu'ils ont commencé largement avant nous, puisqu'ils ont commencé ça dans les années 80-90. Ils ont les mêmes difficultés que nous. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont un peu plus de directions anticipées, ils sont plutôt aux alentours de 25%, donc un peu plus que nous, mais un seuil de 25% qui est très stable depuis plusieurs dizaines d'années. Donc malgré une culture de la réflexion éthique à l'hôpital et en réanimation qui date probablement qui a commencé une dizaine ou une vingtaine d'années avant la nôtre, ils ont les mêmes difficultés à l'heure actuelle sur ces questions-là. Ils ont, là encore une fois, une culture de la question de la proportionnalité des traitements qui est beaucoup plus diffusée au sein de l'hôpital, puisqu'ils ont, vous le savez probablement peut-être, ils ont un système de code, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un patient rentre à l'hôpital, quelle que soit la raison pour laquelle il rentre, le patient reçoit un code en termes de proportionnalité des traitements, et ça, c'est pas exclusif à la réanimation. Donc ils ont ces discussions-là de manière beaucoup plus large et diffusée avec les patients et leurs proches. En revanche, en réanimation, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont les mêmes difficultés que nous sur la désignation de leur équivalent de personne de confiance, et que finalement, ils en ont très peu. En revanche, ce qu'eux font et ce que nous, on ne fait pas, c'est que s'il n'y a personne qui a été désigné au préalable, ce qui représente environ 70% des situations, ils vont désigner quelqu'un, ce qu'on ne fait pas en France. Et donc, ils vont demander à quelqu'un de soit s'auto-désigner, soit c'est les médecins qui vont désigner quelqu'un. Dans quelques situations, ça peut être un juge qui va désigner quelqu'un. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vont désigner quelqu'un sans... Alors, il y a certains États où ils vont désigner selon la relation, le lien familial. Donc, s'il y a un époux, une épouse, ça va être eux en premier, puis les enfants, les parents, puis les cousins, etc. Sans vérifier le lien émotionnel avec le patient, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Bonjour, Gisèle Schweitzer, je suis médecin en soins palliatifs au centre anticancéreux de Lyon. Et je retrouve des choses passionnantes et qui rejoignent les questions de poursuite ou pas de chimiothérapie ou de transfert en réa. La réflexion que ça m'évoque, enfin la question que je vous soumets, j'ai bien entendu le paternalisme résiduel, l'idée qu'on doit décider parce qu'on a appris, parce qu'on a des référentiels, et donc sur un certain nombre de critères. Mais d'un autre côté, est-ce que les médecins que vous avez vus, ou bien l'expérience aux États-Unis, vous ont amené des réflexions sur le droit ou pas d'un patient à exiger des soins ? Voilà. Alors, on est rarement en réanimation, comme vous le savez, confronté à des demandes des patients d'exiger des soins. Des proches, mais effectivement, ça émane pour le patient d'exiger des traitements. En fait. Ça émane toujours, en tout cas en ce qui nous concerne, des proches. Et effectivement, c'est une réflexion, et c'est ce qu'on voit dans ces situations de conflits judiciarisés que je vous ai montré. C'est la réelle problématique à l'heure actuelle. Ce qui est identifié parfois, le CCNE avait notamment qualifié ça de demande d'obstination déraisonnable de la part des proches. C'est la réelle problématique à l'heure actuelle, je pense, pour nous dans ces situations-là. Et je pense que c'est un cadre que le législateur n'avait pas prévu et qu'on est, en tout cas, au regard de la loi et au regard de nos pratiques, démunis face à ces situations-là, puisqu'on nous oppose effectivement de temps en temps des directives anticipées où on nous demande tous les traitements, où on nous demande la dialyse, la trachéotomie, etc. Et donc, effectivement, c'est pour ça que je pense qu'il y a une réelle réflexion à avoir à l'avenir sur ce que signifie le principe de respect de l'autonomie du patient en réanimation. Et est-ce que respecter ce principe-là, ça veut dire oui à tout, ou est-ce que ça implique, est-ce que ça peut impliquer d'avoir encore une
une forme de pouvoir médical pour dire, garder cette question de la raison. Mais je pense que c'est la question centrale. Et quand on va un peu plus loin dans cette réflexion, je pense qu'il y a réellement je pense, de manière un peu plus générale, un choix de société à faire dans ces situations-là, de savoir si effectivement on souhaite pour les années qui viennent encore reconnaître aux équipes médicales et paramédicales une réelle plus-value ou pas dans cette évaluation-là ou pas, ou est-ce qu'on est dans un modèle qui se dirige vers complètement une volonté de donner tous les pouvoirs aux patients et aux proches par extension. Donc je pense que c'est ça la réflexion qu'il faudra avoir à l'avenir à l'issue de ce travail-là. Je n'ai pas la réponse, mais, hormis le fait que je suis médecin réanimateur. Mais voilà, je pense que c'est le centre de la problématique. Une dernière petite question, du coup, on passerait à la suite après. Moi, il y a deux problèmes sur lesquels j'aimerais avoir votre avis. Moi, il me semble, vous l'avez dit d'ailleurs, que l'anticipation, la formation de la population en général me paraît fondamentale. Or, je trouve que c'est un sujet qui reste trop entre nous, experts, etc. C'est le premier point. La deuxième remarque et question que je vous pose, il me semble que là où on peut rencontrer les plus de difficultés que j'ai connues dans mon expérience médicale, c'est, si vous voulez, par exemple, avec les personnes polyhandicapées, c'est-à-dire non participantes. Et alors là, les parents, vous voyez, sont très demandeurs d'une information très complète. Parce qu'ils ont l'impression de bien connaître, de moins mal connaître les enfants que vous, c'est des enfants particuliers ou des adultes. Et vous voyez, ils sont perturbés quand vous arrêtez l'alimentation, etc., etc. Je crois que l'information est particulièrement importante sur ces cas assez complexes. Et un troisième point, le cas est également complexe, il me semble, avec des populations qui comprennent mal le français, qui n'ont pas la même expertise que nous pour le départ ou la fin de vie. Voilà, c'est quelques remarques que je voulais vous poser. Le premier point portait sur l'éducation et la formation des populations en amont, pour les personnes qui n'ont pas entendu. Oui, je pense que c'est une question centrale. Je pense qu'il faut vraiment différencier, à mon sens, le cadre de l'aigu et de la réanimation et le cadre de la maladie chronique, la cancérologie ou autre. Et je pense qu'il y a effectivement il faut continuer ces efforts pour diffuser cette information et avoir cette culture-là en France des directives anticipées. Et la question de la fin de vie pour le cadre de la maladie chronique, honnêtement, pour ce qui est de la réanimation, à titre personnel, je pense que ce ne sont pas des bons dispositifs qui fonctionnent. On est confronté à ces mêmes difficultés, alors même que, vous voyez, aux États-Unis, ils ont les directives anticipées depuis les années 80. Ça ne fonctionne pas mieux parce que, dans le cadre de la maladie aiguë, brutale, on est toujours confronté à cette problématique de savoir ce qu'aurait réellement souhaité le patient dans cette situation-là qu'il n'avait pas envisagée et qu'il n'avait pas imaginée. Et je pense que c'est deux cadres différents, et je suis d'accord avec vous sur le cas de la maladie chronique et un peu moins sur la question de la réanimation de l'aigu et du brutal. La deuxième question sur la question des... Alors, vous avez posé une question sur la question du polyhandicap et des parents. Je suis très mal placé pour vous répondre parce que je ne travaille pas du tout en réanimation pédiatrique, mais je pense que là aussi, ça rentre dans la case plutôt de la maladie chronique et du fait qu'effectivement, il faut redoubler d'efforts. Et là, les médecins, y compris les médecins réanimateurs, ont un gros enjeu de formation sur la question de la communication. C'est sûr que nous sommes des très mauvais communicants et très mauvais pour informer les gens. Et ça, c'est évident que du côté du corps médical, il y a un gros travail à faire là-dessus à l'avenir. Et j'ai oublié la troisième question. Mais... Oui, sur la question de... Les populations qui ne sont pas parfaitement adaptées à notre langue, qui ont une société, une culture différente. Mais de manière plus générale, ça pose la question de la compréhension de l'information de manière plus générale, que ce soit des proches ou des patients. Dans le service où je travaille, on reçoit beaucoup de patients qui sont passés par le bloc opératoire avant, et avec des patients qui parlent très bien français. Ça pose la question de la compréhension de l'information de manière générale et de l'information qui est diffusée par les médecins, les chirurgiens en l'occurrence, aux patients et à leurs proches. C'est un gros domaine de questionnement, un gros domaine d'intérêt. Notamment, le groupe Famille Réa avait évalué l'intérêt
d'avoir une sorte de facilitateur pour comprendre l'information avec les proches de patients en réanimation, avec des données qui n'étaient pas très encourageantes sur ce travail qui avait été publié il y a 1 ou 2 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il y a probablement effectivement beaucoup de travail à faire sur la manière dont on communique, que ce soit avec les gens qui parlent plus ou moins bien français. Et puis pour finir, évidemment, il y a une question culturelle. Sur la question de l'analyse de la jurisprudence, il y a effectivement la question religieuse qui vient de manière très, très fréquente. Et c'est ces questions-là qui sont souvent au devant de la scène aussi, dans ces choses qui sont qualifiées de demandes d'obstination déraisonnable de la part des proches.